Une question ce matin, Afrique, décolonisation économique, enjeux alternatifs ou solutions politiques? Telle est notre grande interrogation de ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, la décolonisation de l'Afrique est un processus politique et historique qui correspond à l'indépendance des pays africains vis-à-vis des puissances coloniales de l'Afrique. Ce processus se déroule principalement sur une période allant du milieu des années 50 jusqu'à nos jours. Nous sommes en 1924. Il s'agit d'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et d'un processus parallèle à la guerre froide. Si plusieurs pays africains ont obtenu leur indépendance avant ou après la période centrale de la décolonisation, la majorité des pays du continent devinrent indépendants durant cette période. De quelle indépendance parle-t-on? Allez d'ailleurs savoir. Une indépendance politique factice, une indépendance économique factice, parce que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, nous le savons, les pays africains ne sont pas encore indépendants, mais se cherchent encore un chemin pour connaître une véritable indépendance. Une indépendance politique, une indépendance économique, une indépendance culturelle également, parce que jusqu'à preuve de contraire, plusieurs des œuvres africaines se retrouvent dans les musées étrangers, pour ne pas dire les musées occidentaux, à la place, on va le dire comme ça, de demeurer sur le continent noir. D'ailleurs, à ce propos, un contemporain nous a fait savoir qu'on nous restituera toutes les œuvres d'art, on va le dire africaines, qui se trouvent dans les musées français. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut également savoir que le dernier pays africain à obtenir son indépendance par un processus de décolonisation d'une puissance européenne ou assimilée était la Namibie. On était en 1990, auparavant dépendante de l'Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid et contrôlée par les populations souches européennes, principalement africanesses et anglo-sud-africains. Érythrée et Soudan du Sud n'ont encore acquis leur indépendance qu'après la Namibie 1993 et sans oublier bien sûr l'année 2011. Mais d'entités africaines, d'où les puissances coloniales européennes étaient parties depuis les années 50. Jusqu'à quand cette souffrance s'interroge aujourd'hui les panafricanistes et surtout les Africains bien éveillés. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, ce sujet nous tient à cœur. Nous revenons justement sur ce sujet. Afrique, décolonisation économique, enjeux alternatifs ou solutions politiques? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïssi, bonjour. Monsieur Steve Zenongo, je dis bonjour aux techniciens, je n'oublie pas le tout management. Je salue mes co-combattants de Panafricaniste TV, n'est-ce pas, qui de tout temps sont présents dans cette dynamique, n'est-ce pas, de libération du continent africain. Comme à mon habitude, je voudrais rentrer dans cette émission par un coup de gueule. Depuis quelques jours, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, les disciples de Bacchus, il est constaté que certains distributeurs du secteur brassicole ont, de manière illégale et unilatérale, procédé à l'augmentation des prix des boissons alcooliques et hygiéniques. Je parle des distributeurs et des tenanciers des débits de boissons. Le 4 novembre dernier, le ministre du Commerce a fait une sortie ou travaillé un communiqué pour les rappeler à l'ordre, pour leur faire comprendre que les boissons alcoolisées et les boissons hygiéniques sont soumises à l'homologation, à la procédure d'homologation préalable du ministre du Commerce. Il termine dans son communiqué que les équipes, n'est-ce pas, de contrôle de son ministère sont sur le terrain. Pas du contrôle des prix. On voudrait bien comprendre, on voudrait bien se convaincre que justement ces équipes vont faire le travail qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, bien que nous soyons dans un contexte de libéralisation économique, l'État doit prendre en compte le pouvoir d'achat des citoyens lambda qui est, on ne peut plus, amoindri, réduit, qui a pris, n'est-ce pas, de la maigreur. Et qu'en réalité, nous sommes aussi dans une république où il y a des institutions qui fonctionnent. Et dans ces républiques où il y a des institutions qui fonctionnent,
les opérateurs du secteur doivent savoir que leur activité, leur domaine d'activité est encadré par la réglementation et la loi qu'ils doivent respecter. Dans tous les cas, en tant que journaliste, nous suivons cette actualité. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Natola, ici, Afrique, décolonisation économique, enjeux alternatifs ou solutions politiques. Peut-on parler réellement d'une indépendance économique sur le continent africain, pour ne pas dire une indépendance politique? Il y a un livre que je vous conseille d'acheter et de lire. Ça a été écrit par un compatriote combattant africain, le professeur Tapé Goubera. C'est titré « Et De Gaulle trahit l'Afrique ». De Gaulle, tous les panafricanistes connaissent son histoire sur le continent africain, d'abord, et ensuite dans son pays, la France. Lui qui est présenté comme étant le Messie, qui est venu sur le continent africain et qui n'était pas aimé par ses propres compatriotes, soit dit en passant, parce que les médias, les historiens du dimanche de la France n'ont jamais, au grand jamais, parlé, n'est-ce pas, de cet épisode-là. De Gaulle n'était pas aimé par les Français. C'est pour ça qu'il s'est réfugié à Londres. Et quand il décide donc de pouvoir organiser la riposte, la résistance, pour libérer la France, il vient en Afrique. Après avoir donc été habillé, nourri, après avoir eu de l'argent qui a été donné par les Africains pour sa dynamique de résistance, De Gaulle fait la promesse d'apporter à l'Afrique l'indépendance politique et l'indépendance économique. À la fin de la guerre, tu parles de la Deuxième Guerre mondiale, naturellement, la suite nous la connaissons. Oui. D'abord, la libération de la France par les troupes coloniales qui sont appelées les Sénégalais, oui, a été blanchie. C'est-à-dire que ce sont les badauds français qui n'ont jamais participé au combat, qui sont devenus les héros, et les Africains qui étaient la chair à canon dont nous avons poste en ligne de front ont été mis derrière. La meilleure histoire, vous la connaissez également, le 1er décembre 1944, ceux qui revendiquaient leur pécule ont été massacrés à Tchaouraï par les officiers français. Aujourd'hui, vous avez les historiens de pacotille français qui nous font comprendre que c'était ni plus ni moins que 35 tirailleurs sénégalais qui ont été assassinés. Je crois qu'il appartient aux universitaires, aux médias, aux chercheurs africains de revoir, de réécrire cette page sombre de notre histoire. Mais là, pour revenir à votre thématique, naturellement, l'indépendance, la souveraineté économique et la souveraineté politique, c'est lié. L'un ne va sans l'autre. Aujourd'hui, dans la dynamique d'émancipation de souveraineté de certains peuples africains, notamment ceux de la Confédération de Sahel, nous constatons qu'il y a une dynamique, n'est-ce pas, de nationalisation, de l'exploitation des minéraux stratégiques, de nationalisation de l'industrie locale, en réalité, de l'économie plus globalement. Je crois que dans une période pas très lointaine, les Africains n'étaient pas propriétaires de leur sous-sol. Oui. C'est-à-dire, quand vous partez lire le code, n'est-ce pas, l'achat de l'impérialisme, c'était la France qui était propriétaire de notre sous-sol, c'est-à-dire du pétrole, de la bauxite, du gaz, n'est-ce pas, de l'uranium et consorts. Du bois, et parfois partout. Certains chefs d'État français. Et les territoires, oui, c'est encore le cas. On n'a pas encore, certains pays n'ont pas encore renversé, n'est-ce pas, ce paradigme-là. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une alternative. Ça devrait être une solution vers laquelle les pays africains doivent s'émanciper, c'est-à-dire la nationalisation de nos économies, la nationalisation de notre industrie. Moi, je vais même plus loin. On doit aller vers le protectionnisme économique, parce qu'on ne doit pas aller dans le néolibéralisme que les autres nous imposent.
Parce que le néolibéralisme, c'est, j'ai envie de dire, c'est un gros mensonge. Parce que l'Afrique ne produit pratiquement encore rien du tout. Le continent africain n'est pas encore véritablement industrialisé. Or, dans le néolibéralisme qui nous impose, c'est quoi? C'est que le continent africain va devenir et demeurer d'ailleurs un marché pour eux. C'est-à-dire que ce qu'ils fabriquent chez eux, ça doit être déversé sur le continent africain. Et très souvent, ce qui est déversé sur le continent africain est de piètre qualité, se dit en passant. Oui. Donc, le continent africain va demeurer juste un marché de consommation et non un marché de production. Donc, on a connu ça avec l'exploitation du pétrole dans les années 70 jusqu'aux années 2000 autant pour moi, où le pétrole africain était transformé à l'extérieur. On ne connaissait même pas quelle quantité était extraite, était transportée. Non, c'est eux qui fixaient, qui vous disent, n'est-ce pas, la quantité, le nombre de tonnes qu'ils ont exportées, combien vous payez. Et les prix sont fixés au marché international. La même chose avec l'uranium du Niger. Oui. Comme vous le savez, c'était les dirigeants d'Orano, S-Areva, qui informaient les autorités nigériennes la quantité des quantités, des tonnes d'uranium extraites, et c'est eux qui fixaient le prix. Donc, je crois que le paradigme est en train de changer. Aujourd'hui, dans ce vaste mouvement d'émancipation et de basculement géostratégique et géopolitique, la solution, c'est la nationalisation, inévitablement. Parce que la nationalisation a 2 ou 3 avantages. La première, c'est qu'elle crée des emplois chez vous. C'est important. Elle crée des emplois chez vous, des emplois directs et indirects. Elle crée un marché. Et elle vous oblige à ouvrir des filières d'avenir dans le secteur. Moi, j'ai été scandalisé dans le contexte camerounais de constater que lors de la construction du pipeline Tchad-Cameroun, le Cameroun n'avait pas de chaudronnier. Le Cameroun n'avait pas de chaudronnier. On était obligé parfois... Il fallait l'acheter en Algérie de Sires. On est allé chercher les chaudronniers qui avaient été formés par certains Camerounais au collège de la Salle pour venir combler, pour venir poursuivre ce boulot. Alors que c'était là des emplois directs. Je crois que depuis lors, le Cameroun a changé de paradigme. Nous avons de plus en plus de polytechniciens, de chaudronniers. Dans tous les cas, nous avons beaucoup de techniciens qui sont capables de faire des choses formidables. En ce qui concerne le continent africain d'une manière générale, puisque la thématique est générale, je pense que la solution, c'est de nationaliser. La solution, c'est d'aller vers le protectionnisme économique. La Chine l'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine est une grande puissance économique. Même les États-Unis pratiquent le protectionnisme, M. Ngos. Contrairement à ce qui est prétendu. Les États-Unis pratiquent le protectionnisme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord satisfaire la demande locale. Éventuellement, on va voir si on peut envoyer ailleurs le surplus. Il y a également un autre goulot d'étranglement, Albert Anatole ici, né en 1945, c'est le franc CFA, qui, jusqu'à preuve de contraire, étrangle les économies africaines. Naturellement, je crois que c'est un gros problème. C'est-à-dire, paradoxalement, même ceux qui sont porteurs de changement, ou bien de renouvellement de la classe politique, ou bien de renouvellement, n'est-ce pas, d'idéologie, n'abordent pas très suffisamment cette question sur le franc CFA. Et ça se comprend parce que la plupart de ces dirigeants, de ces candidats, n'est-ce pas, à l'association présidentielle, sont clivés, soit du côté de Paris, qui contrôle notre franc CFA, soit clivés soit du côté de Washington, du Royaume-Uni, de la Suisse, de Belgique et consorts. Donc, du coup, ça devient un sujet tabou, l'évocation du franc CFA dans le discours politique. Au même titre que la question relative à la partie homosexuelle. Ce sont des questions que seuls les panafricanistes évoquent. Les questions liées à la souveraineté de nos États, je parle de la souveraineté économique, la souveraineté politique, c'est des questions qui embarrassent, n'est-ce pas,
ces néo-opposants, malheureusement, je crois que ça pose un problème en ce qui concerne notre dynamique qui voudrait rapidement accélérer le pas. Accélérer le pas vers l'émancipation, la souveraineté, la liberté, l'indépendance politique et économique. Donc le franc CFA, c'est un problème. Mais je pense également qu'on peut continuer le franc CFA au travers des monnaies alternatives. Je crois que la Mauritanie est sortie du franc CFA en 1972, mais la Mauritanie se porte pas mal. La Mauritanie, c'est un pays prospère. Il y a plein de pays qui étaient dans le giron du franc CFA. Il faut donc trouver des solutions alternatives, soit des monnaies nationales, soit les bitcoins. Pourquoi pas? Aujourd'hui, la Russie, qui fait face à une multiplicité de sanctions de la part de l'OTAN, a une économie qui se porte pratiquement bien parce qu'elle dispose d'une économie, non, d'une monnaie nationale et d'autres alternatives au niveau du bitcoin. Je crois qu'il faut réfléchir dans ce sens. Aujourd'hui, il ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain alors que le premier pilier de votre souveraineté, c'est la monnaie. Et ça bloque tout. Parce qu'aujourd'hui, si, par exemple, si les États africains, notamment de l'espace francophone, qui veulent justement s'émanciper du point de vue de l'économie, veulent exporter leur pétrole, leur uranium ailleurs, ça risque de passer par le fameux compte d'opération que les gens prétendent avoir été clôturé du côté de Paris. Non. Vous devez passer par Paris pour vendre votre pétrole, votre uranium, dont le prix est fixé sur le marché international, alors qu'ils sont propriétaires de rien. Un peu comme votre cacao, que vos cousins, vos frères n'est pas cultivé dans votre village, dont le prix est fixé, non pas par les producteurs, mais par les consommateurs sur le marché international. Une question quand même pour tous les Africains. Ces Africains se posent quand même une question. 15 pays utilisent aujourd'hui le franc CFA. Pourquoi ces 15 pays ne peuvent pas s'unir pour dire non au franc CFA et créer une nouvelle monnaie? Écoutez, qui sont à la tête de ces dirigeants? Ce ne sont pas des révolutionnaires. Je pense que ce ne sont pas des révolutionnaires pour la plupart. Aujourd'hui, les révolutionnaires de l'AS, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont en train de réfléchir justement sur cette question. C'est-à-dire sortir du franc CFA, créer leur banque d'investissement, entre autres, créer leur monnaie. Et vous voyez les projets de déstabilisation que Paris nourrit contre ces États au travers la tête de pont qui s'appelle le Maroc. Ça, c'est une autre question qui ne fait pas l'objet de notre thématique. Donc, je pense qu'il s'agit d'une question de responsabilité, de courage, d'audace politique. J'ai le sentiment que nos dirigeants ont signé des accords avec l'oppresseur. C'est pour ça qu'il y en a qui tergiversent. Bon, c'est vrai que d'autres, lorsqu'on évoque, à la seule évocation de sortir du franc CFA, il y en a qui pensent qu'il y a une balle qui va être tirée sur la table. Nous connaissons beaucoup de leaders africains, de leaders politiques africains qui ont été assassinés du fait d'avoir évoqué seulement la fin du franc CFA. Donc, dans tous les cas, il faut en sortir. Paris, au travers la voix de Macron, qui avait prétendu que les Africains ont la latitude de sortir du franc CFA s'ils veulent. Lorsqu'il s'agit justement de sortir du franc CFA, c'était le discours. Mais entre le discours et la réalité, il faut dire que dans la réalité, le franc CFA qui est fabriqué par la France, contrôlé par la France, nourrit les Français. Mais quel Français utilise le franc CFA? Même les migrants français qui travaillent chez vous, en Afrique, leurs contrats ne sont pas libellés. En France, c'est en euros. Or, il me semble que justement, soit les États ou les sociétés qui leur signent des contrats devraient leur imposer des contrats payés en France CFA. Parce que c'est la monnaie de la France, ce n'est pas la monnaie des Africains. Utilisateurs de cette monnaie nazie, si tant est-il vrai que c'est la monnaie, c'est une monnaie. Donc je pense que, M. Ngos, pour revenir à la thématique, nous avons la responsabilité de nationaliser nos économies. Ce n'est pas qu'une seule alternative, ce n'est pas qu'une alternative, c'est une solution. Une solution politique, une solution souveraine, une solution, mais surtout, d'émancipation.
Ça fait partie de ce qu'ils appellent, ça fait partie des multiples guerres qu'on nous impose. Dans le contexte camerounais, en 1997, le président actuel avait dit que le Cameroun n'ira pas au FMI. Au Fonds monétaire international, oui. Que s'est passé moins de 3 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que justement, ils ont créé le premier choc pétrolier au niveau du marché international, qui était la matière première des pays d'Afrique, pour la plupart des pays africains de l'époque. Ce premier choc pétrolier a donc créé le grand chamboulement, notamment au niveau des matières premières, notamment pour certains pays le pétrole, pour d'autres le cacao, pour d'autres le gaz, pour d'autres matières stratégiques. C'est ça la réalité. C'était justement pour contraindre les pays africains à aller au FMI, qui est en réalité, le FMI, ce n'est pas une entité publique. Le FMI, c'est le business des sociétés de patrimoine, des individus qui ont travaillé justement au sein de ces instances internationales, je ne sais pas, des instances financières. C'est leur business. Ils cherchent où placer leur argent, ils cherchent où fructifier leur argent. C'est quelle est la question? Voilà le FMI. Le FMI n'a pas un statut officiel qui, lui, avec la Banque mondiale, qui s'arroge le droit d'être des instruments géopolitiques au service de Paris, de Washington, pour ce qui est de la Banque mondiale et de FMI, n'est-ce pas, du club de Paris ou bien du club de Londres. Il s'agit des institutions contrôlées par des individus ou des personnes morales qui ont fait fortune dans la mafia. C'est ça, les instances financières internationales. Ces gens-là qui nous imposent les politiques économiques qui n'ont rien à voir, mais qui sont en total déphasage avec nos réalités et nos besoins. Donc, nous pensons aujourd'hui que, justement, est-ce que le FMI allait faire son théâtre du côté de la Chine, le FMI allait faire le théâtre du côté de la Russie, ou bien en Corée du Nord, du tout. La France qui est aujourd'hui plus endettée que jamais. Le FMI s'y trouve. Le FMI s'y trouve en France parce que vous ne pouvez pas être membre ou dirigeant du FMI sans, n'est-ce pas, en faire partie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient à nos dirigeants, ou bien aux nouveaux dirigeants, ou prochains dirigeants, de trouver un autre modèle. Parce qu'en réalité, la question de fond, c'est le modèle économique. Est-ce que les États africains ont-ils un modèle économique? La réponse est non. Nous avons un modèle économique, si on peut appeler ça comme ça, qui est extraverti, qui n'existe même pas sur le papier et qui n'existe nulle part. Mais vous avez quand même des gens qui vous disent que parce que quelqu'un a été directeur ou sous-directeur FMI, c'est le plus grand économiste que le monde n'ait jamais connu sur la planète Terre. C'est ça le problème, le paradoxe. Nous pensons donc aujourd'hui, la question de la monnaie est cruciale, la question du modèle économique est fondamentale pour éviter à nos États la navigation en vue. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.